Toujours en diplomatie, on parle de cette triple audience au ministère des Affaires étrangères où le patron de la diplomatie gabonaise a reçu les ambassadeurs de la Suisse, de la Côte d'Ivoire et de l'Angola. Il s'est agi bien sûr du renforcement des relations chez l'ami Balé et Guy-Serge Dizambou pour le point. C'est une matinée diplomatique que le ministre des Affaires étrangères a consacrée à 3 audiences successives. La première a été accordée à l'ambassadeur de Suisse au Gabon arrivé en fin de mission. Une rencontre empreinte de respect mutuel au cours de laquelle les 2 parties ont salué la qualité des relations entre Libreville et Berne. Le diplomate a exprimé sa gratitude pour l'accueil qui lui a été réservé tout au long de son mandat. J'arrive à fin mandat ici en République gabonaise, donc c'est une occasion de revoir le ministre des Affaires étrangères, qui est normalement toujours la première porte d'entrée pour un ambassadeur accrédité ici. C'était une occasion aussi pour passer en revue nos relations bilatérales. Dans un second temps, le membre du gouvernement s'est entretenu avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, venu transmettre les félicitations des autorités ivoiriennes. Le diplomate a salué l'organisation réussie de l'élection présidentielle au Gabon, soulignant le bon déroulement du scrutin dans un climat de paix et de transparence. Nous venons ici pour saluer et féliciter le peuple gabonais pour cette belle leçon de maturité politique, démocratique, donnée au reste du monde. Enfin, le ministre des Affaires étrangères a reçu le nouvel ambassadeur accrédité dans notre pays. Ce dernier est venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance, une étape protocolaire marquant le début officiel de sa mission. L'occasion pour les 2 parties d'évoquer les perspectives de coopération entre les 2 pays. 3 audiences, 3 symboles forts du rayonnement diplomatique du Gabon et de la volonté partagée de renforcer les liens avec les partenaires internationaux. Et après sa visite chez le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de Suisse, arrivé en fin de séjour au Gabon, a été reçu ce jeudi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hermani Mongo. Le point de la coopération était également au centre des échanges. On fait le point avec Ygritte Bijou-Mombo. En fin de séjour au Gabon, son Excellence Chapter Sarot, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse au Gabon, au Congo et en République démocratique du Congo, a été reçu en audience par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hermani Mongo. C'était une opportunité pour dire au revoir au ministre de l'Intérieur. C'était la première personne que j'avais rencontrée en début de mon mandat ici au Gabon, parce que dans le temps, elle était ministre des Affaires étrangères, donc j'avais présenté les copies figurées de mes lettres de créance à lui. On a toujours gardé le contact depuis, donc ces dernières années. On a eu aussi la possibilité de travailler ensemble, notamment pour l'accompagnement du ministère de l'Intérieur dans l'organisation du référendum constitutionnel. Et donc, c'était l'opportunité de passer en revue ce qu'on a fait ces dernières années, mais aussi de resserrer nos liens d'amitié et aussi de parler d'une possible future collaboration, tout en espérant qu'il y aura de la continuité dans nos relations. Le Gabon et la Suisse entretiennent de bonnes relations et sont en passe d'ouvrir de nouveaux horizons de collaboration. On parle également du renforcement de la coopération entre le Gabon et le Japon dans le secteur halieutique. Cyrielle Zora Kassa, la ministre de la Pêche et de la Mer, s'est entretenue avec l'ambassadeur du Japon accrédité dans notre pays. Les 2 parties ont affiché leur volonté de revisiter les bases de la collaboration entre les 2 États pour consolider et moderniser le secteur. Claude Sage, Boussougou Matumba. Reçu en audience, le diplomate nippon a transmis ses chaleureuses félicitations au président de la République pour son accession à la magistrature suprême, réaffirmant l'engagement du Japon en faveur de l'amitié et de la coopération historique entre les 2 pays. Le gouvernement du Japon voudrait renforcer encore davantage les relations d'amitié avec la nouvelle République gabonaise. Les discussions ont principalement porté sur la volonté commune de renforcer et de moderniser le secteur halieutique au Gabon. Les 2 parties souhaitent revisiter les fondements de leur partenariat afin de favoriser une plus grande autonomie des acteurs nationaux dans les zones de pêche. J'ai fait la visite de courtoisie auprès de Madame ministre de la Pêche parce que le ministre de la Pêche est très important pour le Japon en raison de
COPAR, le projet symbolique de la coopération Japon-Gabon. Et on a discuté avec Madame la ministre la possibilité d'autres projets dans le domaine de la pêche. Le diplomate japonais a exprimé la disponibilité de son pays à poursuivre son accompagnement, notamment à travers le financement de micro-projets centrés sur la transformation des produits halieutiques. Le ministre de la Pêche a quant à elle salué cet engagement renouvelé et réaffirmé la volonté des autorités gabonaises de bâtir une coopération ambitieuse, inclusive et génératrice d'impact. Point sur les projets en cours de la Société nationale des hydrocarbures à la faveur d'une séance de travail au ministère du Pétrole dirigée par Marcel Abeke qui était face aux dirigeants de cette organisation. On fait le point avec Lariska Lor, Mamengi Osaga et Bertin Osaga. À l'initiative du ministre du Pétrole qui voulait s'enquérir des réflexions menées dans le cadre de l'exploitation et la transformation du gaz, Gabon Oil Company a présenté à Marcel Abeke une série de projets ambitieux en cours. Un projet de mini-GNL, c'est-à-dire une mini-centrale de liquéfaction de gaz naturel, projet de gaz to liquid, c'est-à-dire à partir du gaz, comment faire pour produire du diesel propre. Également le projet de gaz to power, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut générer de l'électricité à partir du gaz naturel. Et Monsieur le ministre n'a pas manqué de nous rappeler l'intérêt des plus hautes autorités qui est de mettre un accent sur la livraison du gaz aux centrales électriques. Parmi ces projets, l'on retrouve également celui de la fabrication de plusieurs substances à partir du gaz. Nous avons présenté en particulier un projet intéressant qui concerne à transformer le gaz d'abord en hydrogène, ensuite en ammoniac et l'ammoniac en engrais. On récupère aussi le carbone qu'on commercialise. Donc c'est un projet très vert qui est presque parfait pour un environnement comme le nôtre. Et nous avons les investisseurs prêts à investir dans ce projet et on va travailler dessus. L'industrie gazière qui est en plein essor dans notre pays représente aujourd'hui une alternative dans le développement de plusieurs secteurs, notamment celui d'énergie. Les acteurs du secteur en mesurent plus que jamais les enjeux. Poursuite du séjour américain des ministres des Comptes publics et de l'économie qui, en marge de la rencontre des ministres des Finances de la CEMAC, ont échangé avec un représentant du Fonds monétaire international qui a réaffirmé l'engagement de l'institution financière à accompagner le Gabon dans sa croissance. On fait le point avec Doris Cruz-Nkulu et Paul Jessica Nkol. La série de rencontres des membres du gouvernement gabonais, des comptes publics et de l'économie s'est poursuivie ce 24 avril 2025 avec les responsables de l'institution financière de Bretton Woods, FMI, notamment le directeur général adjoint de celle-ci. Nous avons profité de cette présence à Washington pour rencontrer un groupe d'investisseurs pour pouvoir justement faire avancer les sujets sur lesquels le Gabon et les attentes des populations surtout sont impatientes, sur les sujets d'énergie, sur les sujets de financement des infrastructures, sur les sujets d'éducation, de santé. Il est important pour nous d'être là pour faire porter la voix du Gabon à l'échelle internationale, pour exprimer ce que nous savons faire de bien et surtout là où nous voulons aller au sortir d'une élection historique. Occasion propice pour les représentants du Gabon de réaffirmer la posture d'attachement irréversible de leur pays vis-à-vis de ce bailleur de fonds. La mission du fonds est de nous accompagner dans le redressement de nos finances publiques. Nous avons une meilleure gouvernance financière de notre pays. Eh bien, nous dégagerons des marges de manœuvre qui permettront de répondre aux attentes des populations et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces entrevues augurent de bons lendemains parce que nous nous mettrons au travail ensemble. Débuté le 21 avril dernier, la vague d'échanges de haut niveau sur le plan financier entre la partie gabonaise et ses institutions financières va se poursuivre dans le pays de l'oncle Sam jusqu'au 26 du mois en cours. Et on reste à l'étranger où, en marge du 17e Salon international de l'agriculture au Maroc, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire et le laboratoire officiel d'analyse et des recherches chimiques de Casablanca ont signé à Meknes une convention de coopération scientifique pour renforcer le contrôle sanitaire des aliments. On en parle avec Lardingue Mamba et Adoli Abaga.
Renforcer la sécurité sanitaire des aliments à travers une collaboration scientifique et technique. Les directeurs généraux de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire et le laboratoire officiel d'analyse et de recherche scientifique de Casablanca scellent un accord de partenariat en marge du 17e Salon international de l'agriculture du Maroc. Aujourd'hui, on signe une convention spécifique pour mettre en place un cadre de collaboration avec la Gaza à travers l'envoi des échantillons donc de la Gaza au Maroc pour qu'on puisse faire les analyses physico-chimiques. Bien évidemment, ces analyses seront demandées par la Gaza dans le cadre du contrôle de la sécurité sanitaire des produits alimentaires gabonais. Et donc, on va recevoir ces échantillons et on va les analyser donc, chez nous au laboratoire de Casablanca. D'une durée de 3 ans, cette convention vient durcir les mécanismes de contrôle sanitaire des produits alimentaires et agricoles. Le Maroc a une longueur d'avance en matière de sécurité sanitaire des aliments et en matière de recherche poussée. Ce qui fait que dans le cadre de la coopération sud-sud et des relations traditionnelles qui unissent le Maroc à notre pays, nous avons donc choisi de travailler avec notre nation sœur pour pouvoir nous aider, pour que nous puissions nous servir de leurs expériences pour pouvoir atteindre l'excellence et renforcer les capacités multidimensionnelles de la Gaza, surtout en matière d'analyse des aliments. La coopération sud-sud en matière de santé publique ici magnifiée, cette signature de convention témoigne d'une volonté commune de mieux protéger le consommateur contre les risques de maladies. Revenons à Libreville où le ministère du Commerce, des PME-PMI organise du 24 au 25 avril un atelier axé sur la mise en place des outils de pilotage des services territoriaux du commerce, un événement qui se veut un cadre formel de réflexion, une instance de définition des lignes directrices de la politique commerciale des missions du ministère, y compris dans ses composantes déconcentrées. Yannick Menga nous explique. Il s'agit de l'ouverture d'un atelier sur la mise en place des outils de pilotage des services territoriaux du commerce. Le processus consiste à faire un rappel sur les politiques publiques conçues et mises en œuvre au département du commerce et des PME-PMI, en passant par la présentation des outils conceptuels de cette dernière, ses conditions et mises en œuvre. Mais il se trouve que dans cette administration, nous avons constaté que les administrateurs ou les agents qui sont chargés de la mise en œuvre de cette politique n'ont pas toujours la qualification nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous avons suggéré la mise en place de manière permanente des cadres de formation pour ces personnels-là, in fine, ériger un corps spécial pour le commerce, de façon à ce que n'entre dans l'administration du commerce que celui qui est préalablement formé pour exercer cette activité. La déconcentration de l'action publique dans le contexte actuel de réforme et de quête de performance n'est plus une option, mais une nécessité. Nos services déconcentrés, piliers de l'action de proximité, ont besoin d'outils clairs, performants et harmonisés pour mieux répondre aux attentes des opérateurs économiques, aux usagers de notre administration et aux exigences des politiques publiques que notre département porte. Un atelier prévu pour déboucher sur des outils pratiques, incluant des outils de régulation ainsi que ceux concourant à l'atteinte des objectifs assignés à l'administration commerce. Cette propose à présent d'écouter un extrait du discours du ministre de la Santé relatif à la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Mesdames et messieurs, le 25 avril de chaque année et à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Maladie potentiellement mortelle, le paludisme est l'une des principales causes de mortalité dans le monde et particulièrement en Afrique. Selon les statistiques publiées par l'OMS en 2024, 595 000 personnes en sont décédées sur 263 millions de cas dans le monde. Environ 94% de ces cas et 95% des décès proviennent de la région africaine. Cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, aussi l'occasion de réitérer l'engagement politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema,
inscrit dans son projet de société et qui vise à faire de la santé des populations l'un des piliers majeurs, à savoir le pilier 4, pour garantir une sécurité sanitaire à toutes les couches sociales. Et puisque le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Ludovic Meignet-Ndong, était en visite sur le chantier des logements sociaux du PK27, le membre du gouvernement est allé toucher du doigt le niveau des travaux de construction. Le projet avance bien. Le constat a été fait par Arnaud Mbabekung et Ludovic Butegui. Les Gabonais sont dans le besoin. Et au prix que vous avez fixé ces maisons-là, les Gabonais attendent, ils veulent bien rentrer, ils peuvent prendre ces maisons. Mais je ne comprends pas pourquoi ça traîne. Ce lever de ton traduit la volonté du ministre de l'Habitat de voir ce chantier de l'État avancer à un rythme soutenu. Ludovic Meignet-Ndong, au cours de cette visite inopinée, a touché du doigt la situation réelle du projet de construction de logements sociaux au PK27 au lieu d'Inkok. La surface de 30 hectares est petit à petit occupée. 2 maisons témoins sont déjà érigées et attendent la phase de finition. À côté d'elles, 14 sous-bassements sont aussi visibles. Le site doit accueillir près de 1000 logements. Les employeurs du promoteur se déploient de part et d'autre, mais cela n'est pas suffisant pour le ministre de l'Habitat. Il faut qu'on le clôture selon les termes que nous avions fixés dès le départ. C'est pourquoi je suis venu avec mes collaborateurs toucher du doigt ce qui est fait et comprendre pourquoi ça n'évolue pas à la vitesse souhaitée. C'est une volonté du président de la République qui vient d'être élu et qui veut que le Gabonais soit à l'abri, que chaque Gabonais ait un logement social comme vous aviez entendu durant la campagne présidentielle. Ludovic Meignet-Ndong, tout en prenant en compte les difficultés présentées par l'entreprise en charge d'exécuter ce projet, a invité ses responsables à une réunion élargie au cours de laquelle Onmen BTP doit présenter un planning de livraison de chaque étape. Ceci, pour le ministre, permettrait de faciliter certaines situations auprès d'autres administrations. Nous sommes dans la nouvelle dynamique. Tous les projets initiés dans mon département ministériel doivent aboutir avec des promoteurs sérieux sur le terrain. Ainsi pouvait-on comprendre des différentes interventions du membre du gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marcel Ibinga Ititsa, pour sa part, recevait les chefs des établissements d'enseignement supérieur privés du Gabon. Au menu des échanges, la question de la redynamisation de ce secteur, le renforcement des infrastructures et les gouvernances administratives, pédagogiques et financières. Les explications de Léonel Moutsou-Pissam et Ulrich Moutsoubié. La rencontre des chefs d'établissement supérieur privés du Gabon avec le ministre de tutelle s'est axée sur 3 grands points. Les infrastructures et la gouvernance universitaire. Le deuxième pan, c'est la recherche. Et le troisième, la vie étudiante. Engagé dans la redynamisation de ce secteur, le membre du gouvernement est venu partager au patron de ces établissements la vision du chef de l'État. Ce sont tous les établissements d'enseignement privé du supérieur qui se sont retrouvés ici, pour que je puisse repréciser les choses par rapport à la vision de l'enseignement supérieur au Gabon. Pour atteindre l'objectif visé, une mission d'inspection permettra de vérifier dans les moindres détails la régularité administrative et pédagogique des établissements supérieurs privés. Notre pays a pris des engagements que nous devons respecter et donc pour qu'il y ait une transversalité de ces enseignements-là, il faut que ces universités, ces grandes écoles du privé puissent s'arrimer à la norme. Madame le ministre, nous avons quelques forces, nous avons des faiblesses aussi, mais nous n'attendons qu'une chose, l'accompagnement de l'État. L'accompagnement de l'État pour nous aider à accompagner au mieux l'État. Tous les privés ont la même ambition. L'enseignement supérieur privé constitue un secteur important pour le développement de notre pays. Avec les chefs des établissements supérieurs, Marcel Ibinga Ititsa s'est engagé à répondre efficacement aux problèmes qui minent ce secteur. Et à l'Assemblée nationale, les députés membres de la Commission de la planification, de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des travaux publics auditionnaient la ministre de la Réforme et des relations avec les institutions constitutionnelles, Muriel Minkwe Mintsa, sur le projet de loi portant réorganisation de l'Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique. Presse Assemblée nationale, Priska Nkama Bekale et Valérie Charles Poulongoy.
Le projet de loi portant réorganisation de l'Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique est venu présenter pour examen et approbation le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions constitutionnelles, Muriel Minkou, épouse Mitsa, aux honorables députés, a pour but de remédier aux difficultés que connaît la dite agence. Avec ce projet de texte, le gouvernement de la transition envisage de renforcer les pouvoirs de l'autorité de régulation de ce pour lui permettre de remplir au mieux ses missions parce que le texte en vigueur ne permet pas à l'entité vraiment, ne lui dote pas de moyens de remplir convenablement ses missions. La raison du changement de dénomination de cette agence a figuré en bonne place au cours de ces travaux. Écoutez, l'entité à ce jour s'appelle Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique à tort, parce que c'est une autorité administrative indépendante. Donc la loi sur les services de l'État, la loi 20-2005, prévoit que dans le secteur de la régulation, l'État se dote d'une autorité de régulation et non pas d'une agence. Ce sont vraiment des coquilles. Moi, je préfère appeler ça des coquilles au moment où le précédent texte a été élaboré. Mais vous savez qu'à l'ère de la restauration, nous regardons les moindres détails. Soulignons que ce texte de loi sera examiné au fond par une commission ad hoc. Un petit tour dans le Haut-Ogooué où, face aux difficultés de déplacement entre les différentes bretelles du quartier Corniche 2 dans le 1er arrondissement de Franceville, une mission de prospection a été dépêchée sur les lieux comprenant une entreprise spécialisée dans la construction des passerelles modernes. Elle a échangé avec la population et visité certains sites du quartier. Le reportage de Guy Madjouba et Aimé Joël Adjaï. Situé au cœur de la ville de Franceville, Corniche 2, c'est un terrain accidenté sur le versant de la rivière Mangongo, une zone difficile d'accès. Ici, la population a toutes les peines du monde à se mouvoir, et notamment en période pluvieuse, avec parfois des inondations. J'ai présenté la situation au président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le bâtisseur, par rapport à la situation de Corniche 2. Il a répondu favorablement. Il a commis une société pour venir ici à Corniche 2 avec moi pour que nous voyions éventuellement ce que nous pouvons faire. Pragmatique, Brice Clotaire Oligui Nguema, un homme d'action, a dépêché une mission sur place. Nous sommes ici à Franceville, précisément à Corniche 2, sur instruction du président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la réalisation de plusieurs passerelles modernes dans Franceville. Passerelles modernes, ce sont des passerelles avec connexion Wi-Fi, avec des bancs publics et avec des éclairages. C'est pour l'heure le démarrage du projet, mais les habitants de Corniche 2, eux, ils voient déjà son aboutissement. Fille de Franceville et responsable politique, la ministre de la Femme suit de près l'évolution du dossier. Les problèmes existaient déjà bien avant et aujourd'hui nous sommes là pour trouver des solutions. C'est l'action maintenant. Vous avez vu, il n'y a que 3 ou 4 jours que les populations ont interpellé notre sœur Karine. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour les écouter et pour trouver des solutions. Autre Corniche 2, d'autres quartiers de la ville de Franceville vont également bénéficier de ces passerelles modernes.